Extrait numéro 36 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 25. Maria Silva était pauvre et savait lire tous les signes de la pauvreté. Pour Ruth, la pauvreté était un mot qui signifiait un genre de vie peu agréable. Sa connaissance du sujet n'allait pas au-delà. Elle savait que Martin était pauvre et rapprochait mentalement son état de l'enfance d'Abraham Lincoln, de celle de M. Butler ou d'autres hommes qui avaient réussi. En outre, tout en ayant conscience que la pauvreté n'avait rien de particulièrement plaisant, elle pensait, comme la bourgeoisie installée dans son confort douillet, que la pauvreté était salutaire, qu'elle était un aiguillon, pouvant inciter vigoureusement au succès tous ceux qui n'étaient pas de viles et incurables bêtes de somme. De sorte qu'elle ne fut pas troublée lorsqu'elle apprit que Martin était pauvre, au point d'avoir dû engager sa montre et son pardessus. Et même, elle voyait là l'aspect positif de la situation, persuadée qu'elle était que Martin finirait tôt ou tard par ouvrir les yeux et renoncer à la littérature. Ruth était incapable de déchiffrer la faim sur le visage de Martin, qui s'était émacié et dont les joues s'étaient creusées. Bien au contraire, elle notait avec satisfaction ce changement, qui donnait plus de finesse, lui semblait-il, moins de lourdeur charnelle à ses traits, réduisant cette part de robustesse animale excessive qui l'attirait et la repoussait à la fois. Parfois, quand elle était avec lui, elle surprenait un éclat inhabituel dans ses yeux, qu'elle admirait, car il le faisait davantage apparaître comme le poète et le savant qu'il lui aimait être, et qu'elle lui aimait qu'il fût. Mais Maria Silva lisait une histoire différente, dans les joues creuses et les yeux brûlants. Elle en suivait les altérations jour après jour, qui lui disaient le flux et le reflux de sa fortune. Elle le vit quitter la maison avec son pardessus et revenir sans, bien qu'il soufflât ce jour-là un vent âpre. Et elle nota aussitôt que ses joues se remplissaient un peu, et que la fièvre de la faim quittait ses pupilles. Elle vit de même disparaître la bicyclette et la montre, et la vigueur de Martin refleurir peu après chaque mise en gage. Elle observait pareillement son labeur, et savait quelle quantité de pétrole il brûlait la nuit. Son labeur. Elle savait qu'il abattait plus de travail qu'elle, bien que le sien fût d'une toute autre nature. Elle constatait avec étonnement que moins il mangeait, plus il travaillait dur. De temps en temps, lorsqu'elle pensait qu'il devait souffrir terriblement de la faim, elle lui envoyait sans façon une miche de pain frais sortie du four, et embarrassée, lui expliquait plaisamment qu'il ne cuisait sûrement pas le pain aussi bien qu'elle. Ou bien, elle lui dépêchait un de ses marmots avec une grande cruche de soupe bien chaude, tout en se demandant si elle avait eu raison de priver de cette soupe la chair de sa chair. Martin, lui, en était reconnaissant. Il savait mieux que personne comment vivent les pauvres, et que si la charité avait jamais existé sur cette terre, il en avait là un exemple. Un jour, après avoir rassasié sa nichée de ce qui restait à manger chez elle, Maria investit ses derniers 15 cents dans un gallon de mauvais vin. Martin, venu chercher de l'eau dans la cuisine, fut invité à boire un verre avec elle. Il but à sa santé. Elle lui rendit la politesse. Puis elle but à la réussite des entreprises de Martin. Et lui, à la résurrection de James Grant, charpentier journalier qui ne payait pas toujours ses notes de blanchisserie et devait 3 $ à Maria. Comme ils avaient l'estomac vide, l'aigre vin nouveau ne tarda pas à leur tourner la tête. Si différents qu'ils fussent, ils étaient seuls dans leur détresse, et bien que celle-ci fût tacitement passée sous silence, c'était le lien qui les rapprochait. Maria fut stupéfaite d'apprendre qu'il avait été aux Açores, où elle-même avait vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle le fut davantage encore de découvrir qu'il était allé aux îles Hawaï, où elle avait émigré avec sa famille en quittant les Açores. Mais son étonnement fut à son comble quand il lui raconta qu'il était allé à Maui, l'île où elle était devenue femme et s'était mariée. Il s'était rendu 2 fois à Kauai, lui, où elle avait rencontré son mari. Oui, elle se souvenait des cargos sucriers, et il avait navigué sur ces bateaux. Mon Dieu, comme le monde était petit. Et Wakuku, là aussi, connaissait-il le contremaître de la plantation? Oui, il avait bu quelques verres avec lui. Ainsi égrenait-il des souvenirs, en trompant leur faim avec le petit vin aigre. L'avenir parut alors à Martin un peu moins certain. Le succès était tout proche, devant lui. Il commençait à se dessiner. Il allait pouvoir le saisir. Puis il étudia le visage profondément marqué de cette femme usée par le travail. Et se souvenant de ses soupes et de ses miches de pain frais sorties du four,
il sentit une chaude vague de gratitude et de philanthropie l'envahir.